Et Radio WHM 52, il est 14h. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission, l'interview Radio WHM 52. Vous êtes en compagnie de Sébi et je reçois aujourd'hui Franck Brottereau, chanteur contre-ténor et accessoirement neveu de Jean Gabin. Bonjour Franck. Bonjour Sébastien. Comment vas-tu ? Eh bien je vais bien. Voilà, je vais bien, autant qu'on peut l'espérer. Oui, tout à fait. Surtout par les temps qui courent d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Hein alors, fait-il beau du côté de la Vendée, puisque tu es du côté de la Vendée ? Eh bien aujourd'hui il y a un peu de soleil, mais on a eu de la flotte hier, donc Ouais. voilà, la température est plutôt fraîche, on va dire. J'habite sur un canton qui est un peu en altitude, puisqu'on est à 220 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc du coup il fait toujours au moins 5 degrés de moins que la Vendée bord de mer, donc là on n'a pas la température des Sables d'Olonne. Voilà, non. donc Non. on frise souvent le zéro, quoi, on va dire. Effectivement, c'est bien de saison, hein, voilà, bon, même si les hivers sont moins froids qu'il y a quelques années, hein, effectivement, hein. Voilà. On va donc aborder ta carrière, tes collaborations, plein de choses comme ça. Alors, la première chose que je vais te demander, c'est qu'est-ce que c'est qu'un chanteur contre-ténor ? Alors un contre-ténor, c'est une voix déjà, puisque dans les tessitures de voix, ça va de la basse, qui est la voix la plus grave, la voix des hommes grave, jusqu'au contre-ténor, qui est la voix des hommes la plus haute. En fait, on commence par les hommes et on finit par les hommes. Voilà, entre les deux, évidemment, il y a des femmes. Il y a quand même des femmes qui ont des voix de basse, qu'on appelle d'ailleurs contrebasse. Ce sont des femmes qui ont des voix très graves. Il y a après les altis, ce sont des femmes qui ont des voix légères. Tout à fait. Après, il y a les ténors, qui sont des hommes qui ont des voix hautes. Et ensuite, il y a les sopranis, qui sont des femmes qui ont des voix hautes. Et au-dessus des sopranis, il y a le contre-ténor. Le contre-ténor, c'est une voix, en fait, qui n'a pas mué à l'adolescence, donc qui est restée très, très aiguë. Oui. Et donc pour être contre-ténor, non seulement il faut déjà avoir cette faculté-là d'avoir eu la voix qui ne mue pas à l'adolescence, mais aussi savoir bien chanter. Voilà, c'est pour ça que les contre-ténors sont très rares sur la planète. C'est une évidence. C'est vrai. C'est vrai. Donc, alors, pareil, même dans les contre-ténors, il y a des timbres de voix qui sont aussi différents. Il y a des contre-ténors qui ont des voix légères, basses, et puis d'autres qui ont des voix aiguës, et d'autres qui sont très très aigus, qui montent à des notes comme celles qu'on appelait autrefois les notes du castrat. Oui. Parce que avant la Révolution, il y avait évidemment les castrats. Ce sont des enfants qu'on castrait avant l'adolescence, justement, qui avaient des belles voix aiguës, et qu'on castrait avant la naissance pour pouvoir justement en faire des grands chanteurs plus tard. C'est ce qui a fait la célébrité du grand Farinelli au XVIIe siècle. Et donc du coup, voilà. Bon, heureusement, il n'y a plus de castrats, parce que c'était quand même c'est douloureux. Assez moche pour ces pauvres et délicat, garçons. Oui. Voilà, mais il y a heureusement les contre-ténors. Voilà. D'accord. Et du coup, je sais un petit peu de quoi tu parles, puisque moi-même j'ai chanté dans une chorale ensemble à 5 voix, mais donc on avait alti, soprano, mezzo, ténor et basse, donc tout ce qu'il y a de plus classique, dans un ensemble à 5 voix. Mais avec tout ce que tu décris, du coup, on peut faire des ensembles à plus de voix que ça. Si on prend les contre-ténors, les contrebasses. Oui, tout à fait, oui. Mm-hmm. Oui, parce que c'est vrai, bon, j'ai pas compté les mezzos, c'est vrai que, voilà, il y a d'autres catégories encore, quoi, forcément. Ouais. Mais, voilà, dans les grandes lignes, en fait, toi, j'ai décrit, en fait, de la voix la plus basse jusqu'à la voix la plus haute qui puisse y avoir, dans la grande majorité. Voilà. D'accord. Très bien, c'est parfait, Franck. Dis-moi, du coup, tu es originaire de Charente-Maritime, toi aussi, tout comme moi. Oui.
Tout à fait, je suis né à Saint-Palais-sur-Mer, près de Royan. Voilà, de très belles villes balnéaires, hein, où le sable est toujours agréable, hein, à franchir, évidemment. Oui. Et donc, et voilà, je suis né là-bas, le 8 mars 1963. D'accord. Voilà, et dans une famille où nous étions un peu moins évidemment au départ, mais après nous étions un peu plus. J'ai encore 2 autres frères après moi, parce que nous sommes 4 garçons et 4 filles, donc 8 enfants en tout. Oui. Voilà. Effectivement, une grande famille, hein. C'était souvent le cas à cette époque-là, d'ailleurs, hein. Dans cette génération. C'est vrai, ça l'est beaucoup moins maintenant. Ça allait beaucoup moins, mais oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de contraception, ni ce genre de choses, hein. Les temps, les temps ont changé. Alors, outre tout ça, Franck, tu t'occupes aussi de 2 associations. Tout à fait. Alors, l'association, d'abord l'association généalogique, parce que c'est la plus ancienne des 2, puisque avant, il y a quelques années, il y a 22 ans, j'ai eu un très grave accident dans un parc d'attraction. Je suis tombé de 5 mètres de hauteur sur la tête d'une grande roue. Voilà, les portes de nacelle sont ouvertes, j'ai chuté et ça m'a rendu lourdement handicapé jusqu'à maintenant, parce que je suis toujours. Et donc, avant cet accident, j'étais généalogiste héraldiste. Donc, je travaillais avec les notaires, les avocats pour les successions, les héritages. Je travaillais aussi pour les particuliers qui me demandaient de faire les recherches généalogiques pour connaître leurs ancêtres. Et donc, voilà, il m'arrivait d'ailleurs d'aller dans la région où tu es actuellement, parce que je suis même allé jusqu'à Mons, à Gemap, etc. Je vois. Donc, j'ai pas mal bougé quand même, malgré qu'on a quand même chacun des généalogistes professionnels un secteur bien défini. Mais bon, quand on a un client qui demande à faire tout son arbre et puis qu'il y a des branches évidemment qui s'échappent un petit peu ailleurs, bien, il faut courir. Voilà. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il fallait tout faire évidemment. Bien sûr. En allant dans les mairies, dans les dépôts d'archives, dans les archives départementales, nationales, etc. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, j'avais ce métier-là et qui était une passion depuis mes 16 ans. Et voilà, après mes 2 années d'université, après le bac, j'ai bifurqué directement pour prendre la profession de généalogiste professionnel. J'étais le plus jeune de France d'ailleurs quand je me suis mis à mon compte, le plus jeune généalogiste de France. Voilà, mais bon, voilà, c'est resté une passion et j'en ai fait donc une association généalogique, voilà, qui me permet de continuer de faire des recherches de temps en temps quand j'ai un petit peu de temps pour des gens qui veulent connaître leurs ancêtres. Évidemment, là c'est à titre bénévole puisque c'est une association, donc je suis de loi 1901. Voilà, tout à fait, en bénévolat total. Voilà. Et puis l'autre association, c'est une association musicale. D'accord. Qui existe aussi, pareil, elle existe parce que j'ai reprise par un président précédent, hein, qui l'a dirigé depuis près de 30 ans, et là ça fait 5 ans maintenant que je la préside, parce qu'on renouvelle toujours le mandat, mais bon, à chaque fois ils veulent toujours que ce soit moi qui revienne comme président. C'est qu'ils sont contents. Donc, chaque année. Mieux. Comment ? C'est qu'ils sont contents, c'est tant mieux. Oui, c'est possible. Ben donc, faut dire que comme j'ai repris la chanson il y a 5 ans, du coup, bon, depuis 5 ans, à chaque spectacle que je fais, chaque concert que je fais, tout l'argent glané par ces spectacles, ces concerts, va en totalité, hein, sur le compte de l'association. C'est une association musicale qui vient en aide à l'intégration des handicapés par le chant et la musique. Voilà, qui est en Vendée, voilà, qui est comme l'association généalogique d'ailleurs. Ok, voilà. Ben merci Franck pour toutes ces précisions, hein, effectivement. Alors, petit détail de Stéphane ici qui me parle sur le groupe de discussion Radio WHM 52, qui me dit que le son passe super bien, donc et je confirme ici, c'est vrai que ça passe beaucoup mieux qu'à d'autres fois dans le studio et qu'on a plein d'auditeurs qui nous écoutent. Voilà, donc tu peux déjà être rassuré à ce niveau-là. Alors, ce que je te propose, Franck, c'est qu'on passe déjà une première chanson. Ici, j'y tenais vraiment à celle-ci. C'est une chanson de 1988 à la base qu'a interprété Thierry Mutin, Sketch of Love. Et ici, cette chanson, on la trouve notamment sur YouTube, où on te voit chanter avec derrière Albert Goldstein, avec qui tu collabores, qui joue au synthé, juste derrière toi, effectivement. Alors, on en parlera après, on parlera de la collaboration avec Albert.
On va envoyer Sketch of Love tout de suite, ton interprétation, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, Franck. À tout de suite, Sébastien. In the year 85, I went to the opera and I saw you behind the mirror. You look like and I know day after day. And I feel night after night, love rain, time after time. I won't even forget this kind of love. Don't breathe of your word, made my life long as Sketch of Love de Thierry Mutin, chanson de 1988, reprise en cover par Franck Brottereau, chanteur contre-ténor. Bravo Franck, très jolie interprétation. Merci beaucoup. Avec plaisir, hein. Non mais franchement j'y tenais parce que j'adore cette chanson à titre personnel et là c'est vraiment chouette et bravo à Albert derrière qui jouait d'ailleurs hein, pendant que tu faisais ce cover. Oui, c'est vrai que Albert, bon, il a déjà beaucoup d'années d'expérience en tant que compositeur, hein, parce qu'il a composé même pour des musiques de films de nombreuses fois. Oui. Et c'est vrai que il compte même plus ses musiques d'ailleurs. Hein. Genre qu'une fois, il m'avait dit, je lui ai demandé combien, mais je crois qu'il avait dépassé les 550 ou 600, je sais plus. Mais voilà, c'est il est incroyable, quoi. Il est vraiment incroyable. Il a vraiment la création musicale en lui, et puis c'est vrai que quand il faut reprendre, comme là c'était le cas, une musique,
il a repris dans les grandes lignes, évidemment, la musique que Thierry Mutin chantait. Hein, donc il a refait par lui-même, mais il a même rajouté sa petite touche personnelle avec des petites variantes dedans, ce qui fait que du coup, même Thierry Mutin, il le connaît, même Thierry Mutin qui est d'ailleurs aux États-Unis, il lui a fait écouter et il a dit c'est pas mal comme ça finalement, c'est vrai que c'est chouette. Ah, tant mieux. Parce qu'évidemment, il a demandé à Thierry Mutin s'il était d'accord pour qu'un autre contre-ténor chante sur sa chanson. Et Thierry Mutin lui avait dit écoute, fais l'enregistrement, tu me fais écouter après, et puis si ça me plaît, dans ce cas-là, je te donnerai le feu vert. Et puis donc du coup, on avait fait l'enregistrement, puis quand il l'a écouté, il a dit waouh, et il monte encore plus haut que moi celui-là. Ben voilà. Donc du coup, il était plutôt content, quoi. Ben voilà, c'est tant mieux. C'est vraiment chouette d'avoir un retour comme ça de l'artiste original et du coup son approbation. Et puis c'est très pro aussi. C'est très pro parce que, en fait, plein de gens font des covers sans forcément se soucier de ce que va en penser l'artiste original. Mais toi et Albert, vous avez pris la précaution de contacter Thierry et de lui demander du coup son ressenti, et c'est très bien comme ça. Oui. C'est comme quand je chante la vocalise qu'on voit sur ma chaîne YouTube aussi d'ailleurs, que je suis tout seul là cette fois, mais là parce que je chante directement sur la musique du compositeur hein, qui est Alain Barrière. Oui. Et pareil, c'était l'Apertura per Domani d'Alain Barrière j'adorais cette musique-là, j'avais toujours voulu chanter dessus. Et Albert m'a dit, écoute, je vais demander, je le connais, je vais lui demander s'il est d'accord, on fait l'enregistrement et je lui fais écouter. Et quand il a écouté, en fait, mes vocalises dessus, sa musique, il en a pleuré. Il a dit, franchement Albert, c'est extraordinaire. Tu as donné de la valeur à ma musique. Écoute... Oui, il était vraiment ravi et heureux justement qu'un homme en plus puisse chanter sur cette musique parce qu'elle était quand même très très haute. Bien sûr. Je sais pas, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent l'Apertura per Domani d'Alain Barrière, et c'est vrai que c'est une musique qui est très très haute. Je pense qu'il l'avait composée pour lui parce qu'il avait quand même une voix assez haute, Alain Barrière, mais il n'a pas pu évidemment chanter dessus parce qu'elle était vraiment faite trop haute et il n'a pas voulu changer les notes parce qu'elle était vraiment parfaite comme ça. Oui, tu as raison. Il a une voix assez haute. Hein. Sur Ma Vie, notamment, il y a des notes qui sont assez hautes, etc. Hein, sur la chanson Ma Vie, notamment. Effectivement. Oui. Tout à fait. Et du coup, cette collaboration avec Albert, ça dure depuis quand même quelques années. Oui, ça date depuis mars 2015. Donc toi, ça fait un peu plus de 5 ans. Un peu plus de 5 ans, d'accord. Qu'on se connaît. On s'est connus un peu bizarrement. En fait, moi je faisais faire des travaux dans ma maison parce que j'habite dans une petite ville de campagne de 12 000 habitants. Oui. Et j'avais acheté une maison ancienne à rénover entièrement d'ailleurs. Et donc j'ai fait appel à un auto-entrepreneur pour faire tous les travaux. Et puis l'auto-entrepreneur il venait tous les matins, sur le coup de 8h30, il commençait à travailler pour pas trop nous déranger. Et puis un matin, je sais pas pourquoi, il a dû tomber du lit, il est arrivé à 8h. Et à 8h, moi je suis dans ma salle de bain. Et dans ma salle de bain, le matin, moi je chante. Et donc du coup, quand il a entendu chanter, parce qu'il est rentré, il avait un double de clé, il est rentré. Quand il a entendu la voix, il pensait que c'était celle de mon épouse. Et quand il a vu mon épouse sortir de la cuisine, il dit c'est pas vous qui chantez. Ah non, je suis incapable de chanter comme ça. Il dit ça c'est mon mari, ça qui chante comme ça. et donc du coup, il était vraiment abasourdi. Et puis la fatalité a voulu que le soir même, c'est lui qui sorte les poubelles parce qu'il habitait à 5 km de chez moi. Oui. Et c'est lui qui sorte les poubelles. Et alors que d'habitude c'était toujours sa femme qui le faisait. Et là ce soir-là, c'est lui qui sort les poubelles. Et au même moment, Albert, qui habitait juste en face de lui, parce qu'il habitait en Vendée aussi à l'époque, de l'autre côté de la rue, sortait ses poubelles aussi. Et du coup, ça lui fait l'occasion de rencontrer le voisin. Et Albert, en bon gentleman, lui a dit excusez-moi, quand vous êtes mon plus proche voisin, je vous pose la question, est-ce que ça vous dérange que mes musiques, parce que je travaille jour et nuit sur mes musiques, est-ce que ça vous dérange? Et donc l'auto-entrepreneur lui a dit non, on n'entend rien avec le double vitrage, on n'entend rien. Et il dit je suis un compositeur et voilà, mon rêve ça aurait été évidemment
de faire écouter, de faire chanter sur quelqu'un sur mes musiques, mais bon, elles sont trop hautes et puis pas moyen de trouver que quelqu'un qui est capable de chanter aussi haut. J'ai essayé une fois avec une dame qui chantait pourtant très haut, c'était une soprano, mais elle n'arrivait pas les notes. Et du coup, l'auto-entrepreneur, il a sauté sur l'occasion, il a dit, écoutez, moi je connais quelqu'un qui peut chanter sur des musiques très très hautes. Ah, il dit, ah bon? Il dit, elle est où cette dame? Ah, il dit, c'est que c'est pas une dame, c'est que c'est un monsieur. Et il dit, ah non, ça marchera pas. Non, aucun homme pourrait chanter. Ah là, je vous assure que si vous allez le voir, vous allez être surpris. Hein. Et moi, je l'ai entendu ce matin, justement, et franchement, j'étais abasourdi. Aucun homme, non, pas aucun homme, puisque on vient d'évoquer Thierry Mutin, et lui, justement. Oui, mais tout à fait. Mais c'est vrai que Albert parlait par rapport. Il pensait pas au contre-ténor d'ailleurs. Il n'a jamais pensé que. Ah mais non, mais je pense que. Et donc du coup, c'est quand il est dès le lendemain après-midi, parce qu'enfin le lendemain matin après, l'auto-entrepreneur est venu en me parlant justement de ce monsieur. Et dès l'après-midi, j'ai reçu la visite justement d'Albert chez moi avec son clavier électronique qu'il a embarqué avec lui. Et puis voilà, il s'est mis à faire un morceau, je ne sais plus si c'était de Mozart ou de d'Handel, et il m'a dit, un morceau connu évidemment, il m'a dit, vous le connaissez? Je dis oui. Alors il dit, est-ce que vous pouvez chanter en vocalise dessus? Je dis oui, il n'y a pas de souci. Donc du coup, au moment qu'il a continué de le faire, j'ai suivi en vocalise, et là il s'est arrêté, quoi. Il a dit, oh là là là, mais dit, c'est quoi cette voix? Mais c'est incroyable. Et il dit, vous pouvez monter jusqu'où? Alors on a fait plein d'essais, et puis à partir de là, voilà, la collaboration a commencé avec Albert. Très bien, c'est une bien belle histoire en tout cas, et ce qui prouve que artistiquement, on n'a jamais fini de découvrir, puisqu'Albert, tu lui as fait découvrir le contre-ténor auquel il n'avait pas pensé auparavant. Donc ça, c'est déjà une très très belle histoire, et franchement, Albert est quelqu'un de très gentil, et ça, je n'hésite pas à le dire, parce que je le pense vraiment du fond du cœur. Voilà, voilà pour la parenthèse au niveau d'Albert. Alors, si tu le veux bien, je veux bien qu'on aborde un petit peu Jean Gabin, qui du coup fait partie de ta famille. Qu'est-ce que tu peux dire sur ton lien de parenté, sur le personnage Jean Gabin, Jean Moncorgé d'ailleurs? Eh bien oui, en fait, Jean-Alexis Moncorgé, dit Jean Gabin, se trouve être mon oncle par le fait d'une bizarrerie génétique. Il se trouve que le papa de Jean Gabin, qui s'appelait Ferdinand Joseph Moncorgé, qui était né en 1868, qui était chanteur d'ailleurs, il était chanteur à Paris et à l'opéra, et il faisait des spectacles, etc. Et donc il avait une très très belle voix. Je l'ai encore entendu l'autre jour, parce qu'il y a quand même des enregistrements de sa voix sur des chansons de l'époque. Et puis après le décès de son épouse, il s'est retrouvé veuf, et il a eu besoin, je pense, de se reposer, changer un peu les idées. Et de Paris, il est parti, justement, à l'époque, c'était très connu d'aller au bord de mer dans la région de Royan, et il est venu à l'hôtel de la Grande Côte, qui était à Saint-Palais-sur-Mer, donc où je suis né. Et de là, il s'est trouvé qu'à l'hôtel où il était, il a fait connaissance de ma grand-mère, la maman de mon papa, et qui était mariée, qui avait eu déjà des enfants avec son époux, et qui était blessée plusieurs fois à la guerre, et qui, elle aussi, elle est tombée amoureuse de lui. Lui a eu un petit béguin pour elle, et elle était carrément tombée sous son charme. C'est vrai que c'était un homme qui était très beau. D'ailleurs, Jean Gabin lui ressemble évidemment, parce que Jean Gabin gueule d'amour pour rien d'ailleurs, parce qu'il était justement très très beau. Et donc du coup, voilà, bon, ils ont eu une liaison qui a duré quelques temps, quelques semaines certainement. Et ma grand-mère est tombée enceinte. Et bon, évidemment, mon grand-père a su que c'était pas lui le père. Mon grand-père officiel, on va dire, donc dont je porte le nom, a su évidemment que sa femme avait fauté. Et donc du coup, quand il a enregistré la naissance de mon père, il a donné juste le prénom que ma grand-mère avait choisi.
Voilà, donc c'était Paul. Alors qu'habituellement, pour tous mes autres oncles et tantes, ils donnaient toujours des deuxièmes ou même troisième prénoms à la suite, quoi. D'accord. Et donc, moi, depuis tout petit, c'est vrai que j'avais toujours remarqué que papa ressemblait énormément à Jean Gabin. Je dis, c'est incroyable d'être le sosie comme ça à ce point-là de cet acteur. Mhm. Et parce que papa n'était pas au courant de ça. Ma grand-mère l'était évidemment puisque elle était, c'était entre guillemets l'instigatrice de la situation. Mhm. Et ma mère s'est retrouvée à le savoir un jour voilà, elle avait su par son patron qui était justement dans le même hôtel où avait travaillé ma grand-mère, et donc c'est comme ça qu'elle l'avait su, et ma grand-mère lui avait en effet confirmé que mon père n'était pas un protro, mais il était un Moncorgé. Voilà. D'accord. Et donc, mais par contre, ma grand-mère lui a fait jurer de ne jamais rien dire, sauf sur son lit de mort. Et il s'est trouvé que cet hiver, pendant le confinement, ma mère s'est retrouvée avec une grosse bronchite. Elle pensait qu'elle avait le Covid. Ah Elle oui. était persuadée qu'elle allait mourir. Et puis donc un soir, elle regardait un film, parce qu'elle adore les films avec Jean Gabin, ce qui est logique, parce que ça lui rappelle son défunt Bien mari. entendu, tout à fait. Et puis, donc du coup, elle appelle mon frère, et puis elle lui dit quand même, ils se ressemblaient les deux frères, c'est incroyable. Et donc du coup, c'est là qu'elle lui a raconté toute l'histoire. D'accord. Ok. Eh ben, merci à toi pour cette parenthèse et d'avoir bien voulu aborder ce sujet. C'est vraiment très gentil de ta part, parce que t'étais Je pas t'en obligé, hein. Et ça fait super plaisir aussi. Je te propose qu'on fasse une deuxième pause musicale, justement. Bien, si tu es d'accord, je vais Oui, faire écouter à bien nos sûr. auditeurs cette chanson mythique de Jean Gabin qui s'appelle Maintenant je sais, tout simplement. D'accord. On se retrouve après. À tout de suite. Tout de suite. Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses.
On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. L'éternel talent de Jean Gabin. Maintenant je sais. Et il a tellement raison, Jean Gabin, de dire qu'on ne sait jamais. N'est-ce pas, Franck, qu'on n'a jamais fini d'apprendre? Oh, tout à fait, tout à fait. On croit qu'on sait, mais en fait on ne sait pas. On ne sait pas tout. Tout à fait. Oh là, non. Loin de là. Que ce soit dans le domaine artistique, dans la vie personnelle, enfin un petit peu dans tous les domaines d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Effectivement. Alors, je voulais aborder avec toi ici, du coup, les différents registres auxquels tu adhères en fait, sur lesquels tu prêtes ta voix de contre-ténor ou dans tes créations. Notamment, il y a le registre classique. Pourquoi est-ce que tu as choisi le registre classique en particulier ? Disons que la voix de contre-ténor, elle se prête beaucoup mieux au classique. D'ailleurs, les autres contre-ténors qui sont assez connus en France, il y a Andreas Scholl ça y est, j'ai plus son nom. Voilà. C'est vrai qu'il chante surtout dans du classique, vraiment dans des répertoires très très classiques. Andreas Scholl, il ne fait d'ailleurs que des concerts dans des églises ou des cathédrales. On peut considérer que le contre-ténor est une voix lyrique, du coup. Oui, tout à fait. Mais oui, parce que c'est une voix à l'origine, c'était une voix qui allait à l'opéra, donc on pouvait pas la voir dans d'autres domaines. Ça a toujours été ce domaine de prédilection, la voix du contre-ténor, parce que bon, c'est une voix qui monte très très haut, comme les chanteuses d'opéra ou les chanteurs d'opéra aussi d'ailleurs. Donc ils ont tous des voix de tête, donc des voix qui montent très haut, et forcément c'est là où leurs capacités sont les mieux favorisées, évidemment. Mais avec mon second compositeur, parce que j'ai gardé Albert comme compositeur évidemment, parce que c'est un ami, mais en 2018 j'ai connu un second compositeur beaucoup plus jeune qu'Albert, qui fait la Côte d'Azur, et lui il est handicapé d'ailleurs, il a plusieurs handicaps aussi, et lui c'est un compositeur très talentueux, parce que malgré qu'il est très jeune, qu'il a jamais appris d'un instrument, il sait en jouer. Et bon, il a la particularité d'être autiste, et les autistes ont des particularités exceptionnelles comme ça, de pouvoir jouer des fois de certaines choses sans les avoir apprises. Et lui, c'est son cas. Donc, on lui donne un instrument, il joue toutes les notes, et puis après, ça y est, il sait en jouer, et il peut même composer aussitôt dessus. Et donc, ensemble, lui et moi, on a enregistré 53 chansons. Pendant l'été 2018, c'était intensif. 53 chansons sur un été? Même ça a même été plus court que ça, parce que ça a duré que 6 semaines. Ouh là là. Donc c'était du matin. Chapeau, on enregistrait du matin 9h jusqu'au soir 20h. Et franchement, c'était de l'intensif. Bon, j'ai la chance d'avoir des cordes vocales très très solides. Donc, c'est un minimum, je pense, pour ce challenge que tu décris. Voilà, puis aussi d'avoir l'oreille musicale aussi, parce que ça aide aussi. Oui, bien sûr. Quand on a la chance d'avoir une oreille absolue, ça permet justement de pouvoir très vite enregistrer les notes qui passent, et donc de pouvoir faire des enregistrements en une seule prise. C'est arrivé d'ailleurs très souvent, en une seule prise. Rares ont été ceux qu'on a fait en 2, 3 ou 4 prises. Très bien. Ça a souvent été en une seule prise, et même lui, quand il les écoutait après, il disait mais il n'y a rien à changer, c'est parfait. Et donc du coup voilà, c'est comme ça qu'en 6 semaines on a pu enregistrer 53 chansons. Oui, c'est un bel esprit d'équipe. Et puis Albert, je le connais aussi pour être doué dans le maniement des logiciels, notamment pour mixer, pour tout ce qui est la justesse musicale, enfin ce genre de choses, quoi. Effectivement. Oui, tout à fait. Et donc, avec ce jeune compositeur, on a fait donc
au départ, c'était prévu que j'aille là-bas pour faire peut-être 2 CD. Donc il m'avait dit, bon, on va faire un classique, ça c'est sûr, hein, on va faire en gros peut-être une douzaine de chansons en classique. Donc bon, moi j'étais partant dès le départ, il n'y a pas de souci. Puis il dit, j'aimerais bien qu'on fasse un style un petit peu différent, mais dans la musique douce, faire un peu un style New Age, hein, quelque chose pour se détendre en fait, hein, de la musique de détente. Et Ça, puis je dis, bah, pourquoi pas ça, ouais. c'est vrai que ça m'étonnait un petit peu parce que c'est vrai que habituellement bon voilà une boîte contre-ténor on la prend toujours que sur du classique et là lui il me disait non je t'assure ça va marcher bon puis après tout Pourquoi pas, il faut faire preuve d'originalité, il a tout à fait raison, effectivement. Et puis en fait bah, c'est vrai que quand on a enregistré les chansons qui allaient sur le CD parce que du coup on a fait un deuxième CD donc sur ces musiques New Age entre guillemets hein, des musiques de détente et donc c'était plutôt un morceau très réussi et donc ça a été aussi très rapide et il me dit écoute ça me trottait déjà dans la tête mais je voulais aussi qu'on change de répertoire complètement pour prendre quelque chose qui fait un peu plus boum boum quoi. Ben j'ai dit mais comment ça de quoi tu parles? Ben il dit ben j'aimerais bien prendre sur de la variété genre pop rock etc. J'ai dit oula ben j'ai dit attends mais là c'est pas du tout le domaine des contre-ténors. J'ai dit ça va pas couler. Ah oui hein, des fois c'est mais l'audace ça paye souvent tu sais. Ah mais là c'est vrai qu'on a été mais complètement abasourdis, surpris l'un comme l'autre parce que c'est vrai que bon moi je suis les musiques évidemment qu'on me donne, je chante et c'est vrai que même lui il me disait puis j'écrivais parce que bon toutes les musiques où il y a des chants, il y a des vocalises évidemment ce sont des vocalises oui. Mais il y en a beaucoup aussi où j'ai mis des paroles et c'est moi qui écrivais toutes les paroles des chansons et il y a même des chansons qu'on a chantées en duo lui et moi d'ailleurs si tu les as entendues il y en a qui chantent. Alors lui, il avait une voix grave, hein, de basse d'ailleurs, et donc l'opposé de la mienne, et moi, bon, évidemment, avec ma voix très très haute, quoi. Donc je servais en fait de contre-champ ou de voix off derrière, voilà, quand c'est lui qui prenait la voix principale. Mais c'est moi qui écrivais toujours les textes. D'accord. Et puis on a eu fini ce troisième CD très très vite en fait, et puis il me dit, écoute, j'ai vraiment envie qu'on essaye quelque chose, mais complètement, alors là, que jamais sur Terre ça serait arrivé, par un contre-ténor, et en se servant d'instruments qu'on se sert habituellement dans la musique classique, hein, comme de la harpe, comme du violon, etc., oui. Mais de faire un CD de musique techno. Ah, j'ai dit non, je dis attends, d'accord, oui, mais ma voix va pas suivre du tout. Il dit, si, je vois des trucs pas mal, mais c'est vrai qu'il était très visionnaire, jeune mais très visionnaire. Et c'est vrai que quand il m'a sorti les musiques et puis il m'a dit, écoute, vas-y, comme tu le sens, parce que de toute façon là c'est que des vocalises, à part 2-3 mots évidemment, bon la techno c'est surtout ça, et donc du coup il me dit, vas-y comme tu le ressens toi, comme tu ressens la musique. D'accord. Il dit, je te donne pas d'autres directives. Et puis voilà, ça a donné le 4e CD qui était donc en musique techno. Et ça a donné quelque chose d'assez impressionnant. Parce que aussitôt, il y a plusieurs radios, d'ailleurs de là-bas, de la Côte d'Azur, qui se sont jetés sur les morceaux techno d'ailleurs, et que ça a même fait le tour. Il y a même un DJ qui a passé justement une des chansons devant plus de 40 000 personnes qui dansaient dessus. C'était vraiment impressionnant, comme c'était pendant l'été en 2018, là c'était vraiment impressionnant. Tu vois comment on peut passer rapidement de quelque chose qu'on se représente comme étant classique et pas possible autrement, à quelque chose qui peut finalement dériver sur un public plus jeune, les gens qui vont dans les boîtes de nuit, ce genre de choses, et que ça marche à fond la caisse, hein. Tu vois, ça c'est des choses en fait où par la création, on arrive à toucher d'autres publics et on s'aperçoit que finalement, ce qu'on n'avait pas imaginé au départ fonctionne finalement très bien. Tout simplement. Tout à fait. Alors, dans le registre classique, je te propose qu'on écoute tout de suite une de tes chansons. J'ai une chanson ici qui s'appelle Bataille. Effectivement, dans ton registre classique. On va l'envoyer, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, Franck. D'accord. Ok.
Merci à Franck pour ce très beau morceau, Bataille, du registre classique, très bien interprété, félicitations. Merci beaucoup Sébastien. Avec plaisir, avec grand plaisir. Donc, tu disais, j'aimerais bien qu'on aborde la voix chantée et la voix parlée. Tu me disais ça hors antenne. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est vrai que certains ont dû remarquer, justement, dans tes auditeurs, que j'ai pas du tout la même voix quand je chante que la voix quand je parle. Absolument. Alors, il faut savoir que j'avais en fait la même voix que je chante, compte tenu qu'elle n'a pas mué, à l'adolescence et jusqu'à mes 19 ans. D'accord. Jusqu'à 19 ans, je parlais comme ça. Donc c'est, voilà. Bah oui, Non, mais forcément. voilà. Oui. Et ça déclenchait à chaque fois l'hilarité. Ça, je suis. Bah oui. C'est Bah oui. incroyable. Donc du coup, que ce soit au collège, déjà ça a commencé. Bon, malgré qu'au collège, on est quand même encore assez jeune, mais au lycée, là, ça a pas manqué. Les années de lycée, c'était une horreur. Et les 2 années d'université que j'ai fait après le bac, c'était pareil, quoi. Même les professeurs s'y mettaient, quoi. Les enfants. Matin, c'est comme je travaillais le soir, Ouais. pour payer évidemment aussi bien ma nourriture, mon loyer, etc. Donc du coup je travaillais tard des fois parce que j'étais serveur, barman de restaurant et du coup quand j'arrivais le matin, bien évidemment j'arrivais juste souvent le dernier quoi, mais pas en retard, mais j'arrive toujours et il y a toujours des professeurs pour oh mais voilà cette jolie demoiselle avec cette voix très très aiguë. Bah oui. Ouais, ouais. Voilà. Ah, Et oui. donc à 19 ans, sur les conseils d'un ami qui m'a dit mais tu sais qu'une voix ça se travaille, et tu pourrais changer ta voix. On m'a dit ah bon, j'ai dit bon j'ai dans ce cas-là si c'est possible comme ça, j'ai dit pourquoi pas, et je me suis mis à chercher un orthophoniste qui était capable évidemment de changer ma voix. Et malheureusement bon tous les orthophonistes que je contactais ils disaient ah non on fait pas ça, bah non on fait pas ça. Donc du coup puis à un moment je crois que j'ai dû arriver à 30 ou 35 orthophonistes. Et j'étais sur Paris à l'époque, et donc il y en a un qui me dit ah je fais pas ça, mais par contre j'en connais un. C'est un ami qui fait ça justement pour les chanteurs, chanteuses de l'Opéra de Paris, puisqu'il leur fait travailler la voix pour avoir des notes plus basses ou plus aiguës. Donc du coup, je pense que il pourrait peut-être faire quelque chose pour votre voix. Il dit c'est vrai que votre voix est quand même très très aiguë, donc ça doit pas être facile. Et ben, non, c'est un calvaire quoi depuis presque 10 ans quoi. Donc j'ai ça serait bien que voilà je puisse éventuellement modifier un peu ma voix. Et donc j'ai trouvé ce monsieur. Il m'a fait travailler ma voix. Bon, alors là, ça a été assez long quand même. Il a fallu quand même pas mal de temps. Mais bon, j'ai réussi à avoir une voix, on va dire, normale. Voilà. Ouais. Bah écoute, voilà, les choses se sont faites. En fait, c'est parti de quelque chose qui était des railleries ou de quelque chose de je sais pas si je dois dire handicapant ou quoi ou pénalisant à quelque chose qui finalement a eu de l'avenir par la suite. Selon comment ça a été appréhendé. En fait, ma voix, c'était un peu une malédiction. Après 14 ans, parce que jusqu'à 14 ans, j'ai eu la chance à 9 ans, j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui était une professeure de chant, et elle m'avait pris sous sa coupe pour m'apprendre justement comment chanter. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des petits spectacles qu'elle me faisait faire dans la salle des fêtes de notre village, à l'île d'Oléron. Et donc, du coup, voilà, je faisais des petits spectacles pour Noël, pour la fête des mères, etc. Et ça plaisait beaucoup. Ouais. Et un jour, elle m'a dit, écoute, je t'ai inscrit pour un concours. C'était un concours du meilleur chanteur de l'île d'Oléron. Alors bon, j'ai fait le concours. Moi, j'avais que 11 ans, donc pour moi, il n'y avait rien d'important. On m'a demandé de chanter, j'ai chanté. Ah, l'île d'Oléron. Il s'est trouvé que c'est moi qui gagne ce concours. Donc du coup, elle m'a dit, toi, tu as gagné, c'est super. Voilà, moi voilà, ça me paraissait pas quelque chose d'extraordinaire parce que c'était, pour moi, chanter c'était quelque chose de naturel. Mes parents avaient une grande maison dans le centre du grand village de 550 mètres carrés, et donc du coup moi j'étais dans ma chambre qui faisait à elle seule déjà 30 mètres carrés. Quand je chantais, évidemment ça résonnait dans toute la maison, et donc moi j'étais habitué à chanter comme ça. Et l'année suivante, à 12 ans, elle m'a fait faire le concours de meilleur chanteur de Charente-Maritime, que j'ai gagné.
Oh, bravo. Ensuite, à 13 ans, j'ai fait le concours de meilleur chanteur du Poitou-Charentes, que j'ai gagné. Et il y a Bien. 14 ans, j'ai fait le concours national de meilleur chanteur de France. Alors, cette année-là, on était 3 à gagner. Il y a deux autres chanteurs jeunes comme moi qui avaient gagné d'ailleurs. Il y avait Noam qui avait gagné. Noam, c'est Noam. celui qui a fait Goldorak. tout ça, je sais pas Goldorak, si tu te oui, souviens de voilà, ça, hein. Et c'est ce que puis, il y j'allais a dire. eu aussi et Noam et j'ai oublié l'autre. C'est pas Voilà. grave. Enfin bon, toujours est-il que voilà, lui, ils ont fait eux, grâce à l'acceptation évidemment de leurs parents, ils ont fait eux, une petite carrière évidemment, parce qu'après malheureusement leur voix a changé, elle a mué, donc du coup ils n'ont pas pu faire une longue carrière, mais moi, j'aurais pu faire une carrière parce que j'avais 14 ans, j'aurais pu commencer parce que le producteur, il y avait un producteur, il y avait Radio Crochet, enfin, tout ce qui était à l'époque Ouais. pour attirer les artistes, hein, Mhm. et qui était là. Enfin, on est tous venus avec tout ce petit monde, avec ma prof de chant, tout ça, le maire de la commune qui était venu aussi avec l'agent de police municipale. Tout ça rentrait dans la grande maison de mes parents. Et quand il a fallu demander à mes parents s'ils étaient d'accord pour signer le contrat pour que je puisse partir au conservatoire à Paris, ma mère a refusé. Elle a refusé de signer. Mon père n'a pas voulu se fâcher avec ma mère. Du coup, il n'a pas signé lui non plus. Et là, je ne suis jamais devenu chanteur. Voilà, autrement, j'aurais fait une carrière tellement plutôt longue, quoi. Ouais. Parce que ma voix n'a pas mieux. D'ailleurs, le producteur, il s'était pas trompé, parce qu'il lui disait, la voix qu'il a à son âge, elle ne changera pas. Ça, c'est une voix de contre-ténor, et c'est une voix qui va s'améliorer, mais elle ne changera pas. Eh ben non, non, non. Mhm. Et en effet, il avait raison, puisque en fait, ma voix, j'ai 57 ans et c'est toujours la même, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant. Ouais, tout à fait. Je te propose, avant qu'on entame la dernière partie de cette interview, puisqu'on est déjà à presque 1 heure d'interview, hein, le temps passe vite, mais c'est très riche en même temps. On aborde énormément de choses, hein, sur ce délai. Oui. On va passer à une chanson de ton registre New Wave. Pas New Wave, mais plutôt New Age, pardon. Ta New Wave, c'est une autre histoire. Et ça s'appelle Jardin secret. On se retrouve après. À tout de suite. D'accord. Ok.
Jardin secret du registre New Age, donc du CD de Franck Brottereau à l'instant. Merci Franck pour cette jolie chanson, cette très belle interprétation de contre-ténor. Merci à toi Sébastien, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, nous discutions en antenne de tes projets, notamment d'un projet de concert en Afrique. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est-à-dire que cette année, normalement, je devais faire une trentaine de concerts en France. C'était déjà tout programmé depuis la fin de l'année dernière. Et malheureusement, le Covid a bouleversé tout ça, puisque tous mes concerts ont évidemment été annulés, pour la cause que l'on connaît tous. Donc du coup, avec mes fans, mes clubs de fans, parce que j'ai des clubs de fans un petit peu partout sur la planète, et en Afrique, évidemment, surtout dans les pays francophones. Et évidemment, j'ai beaucoup de fans qui m'ont dit, écoutez, dans ce cas-là, venez chez nous. Nous, on n'est pas confinés, on peut faire des concerts. Alors bon, les choses sont quand même un petit peu changées depuis, parce que leurs salles de concert sont quand même fermées, mais les stades, comme sont en plein air, ils sont ouverts. Donc du coup, je vais faire 5 concerts dans 5 pays différents d'Afrique, de 30 000 à 40 000 places par concert. Donc voilà, ça va être assez géant, mais bon, ça sera pas mal. Donc si tout va bien, et que les aéroports de France se réouvrent entre le 15 et le 25, on nous l'a un petit peu promis à la télé. Voilà, pour espérer que de cette période-là, que je parte en Afrique pour au moins 3 mois pour pouvoir faire. Ah, mon cher Franck, sans faire de l'ombre à ton soleil, si ce qu'on nous promettait à la télé était toujours vrai, je serais le premier content, crois-moi bien. Que ce soit pour les employés, les compagnies aériennes, comme pour les artistes, d'ailleurs. Effectivement. Ah, mon Dieu. Ça, c'est quelque chose. Alors, outre ces projets de concert, et c'est très bien comme ça, est-ce qu'il y a d'autres CD qui sont à prévoir, d'autres enregistrements d'albums, ce genre de choses ? Alors, depuis quelques mois, je suis pour parler avec un autre compositeur, un troisième compositeur, qui est en train justement actuellement de composer des musiques. Ça sera pareil, un peu, il y aura du classique, mais aussi un peu de style détente aussi, un peu comme ça. Et ça sera encore quelque chose de sympa. D'accord. Voilà, et on a prévu de faire un CD, lui et moi. Voilà. Ok, c'est parfait. Est-ce qu'il y a donc tu as une chaîne YouTube, J'ai une chaîne YouTube, j'ai une page Facebook. Voilà. Il y a pas de souci, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu surbooké sur Facebook parce que je frise souvent les 5000 abonnés. Donc voilà. Oui. Ça marche bien, c'est très bien. Quand tout t'as de la ça. place, faut pas hésiter à demander, évidemment, en ami, ou à m'envoyer même des messages, comme il y en a qui sont pas abonnés, mais qui sont pas en ami, mais qui me parle quand même par messagerie, parce qu'on peut quand même parler par messagerie, même si on n'est pas. Donc, du coup, voilà, j'ai quand même beaucoup plus de gens, et même qui me parlent par messagerie et qui font pas partie des abonnés. Et puis, voilà, ma chaîne YouTube, où on peut venir. Tout est gratuit, évidemment. C'est bien la chaîne, on peut s'y abonner et on peut écouter. Absolument. Il y a une vingtaine de vidéos. Pour l'instant, parce que c'est vrai que là aussi, c'est pareil. Je cherche des personnes qui pourraient me faire des vidéos. Qui pourrait aller avec mes chansons, déjà avec les 53 chansons que j'avais fait avec Nicolas, dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'est vrai que j'espère que L'appel est lancé, sache en tout cas que on a battu des records d'audience, d'après ce que me dit Stéphane, directeur d'antenne. Ah c'est très bien. Donc l'appel est lancé et il est lancé largement pour pouvoir t'aider à ce niveau vidéo pour tes chansons. Dans tous les cas, Stéphane me dit qu'il adore le dernier titre qu'on vient de passer sur ta chanson New Age, à titre personnel.
Voilà. D'accord, ben c'est Je gentil. tenais à ce que tu le saches aussi. Alors, on va terminer par 2-3 petites questions perso. Allez, dis-moi un petit peu, Oui. est-ce que tu as un acteur ou une actrice préférée? Actrice préférée, ben, je dirais... allez... Michel Morgan. D'accord, Voilà. d'accord. Ouais, tu as du goût, c'est très bien. C'est très bien. Merci. Merci. Alors, un chanteur, une chanteuse préférée? Ah, chanteuse Céline Dion. Céline Sans Dion. hésiter. Ah, Oui. bah oui. Et je suis persuadé qu'en plus, en contre-ténor, tu peux faire du Céline Dion avec une interprétation Ça originale. m'arrive des fois pour m'amuser, j'en le fais. Ça me surprend pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui me disait Comme j'ai à peu que... près les mêmes capacités qu'elle, elle a 4 octaves ou 4 octaves et demie, je crois. Moi, j'en ai près de 4 octaves aussi, donc du coup, bon, j'arrive à suivre pas mal aussi. Dans les aigus, forcément, c'est d'autant plus facile pour moi. Et Balavoine, tu te rappelles combien il avait d'octaves ou pas? Je me souviens plus. Oui, mais pareil, je crois qu'il devait avoir 4 ou 4 et demi, je pense qu'il devait Hein, avoir aussi. c'était quelque chose aussi, hein, la voix de Oui, Daniel tout à fait. Balavoine. Hein. Oui, Effectivement, tout à fait, pardon. c'est vrai. Est-ce que tu as une couleur préférée? Couleur préférée, oui, le vert. Le vert, la couleur de l'espoir. Bon, on va bien s'entendre, cher ami, parce que moi aussi. C'est le vert. Voilà. Alors, mon ami Stéphane ne m'en voudra pas de dire ça parce que nous sommes partenaires. Je suis aussi le responsable de FMM Radio, une web radio Oui. partenaire de WHM 52. Et je mettrai donc tes titres en diffusion sur FMM Radio à partir de lundi Avec prochain. plaisir. Voilà, parce que Avec grand plaisir. je Merci trouve beaucoup. que c'est parfaitement conforme à l'image de la radio et franchement, je te remercie pour ce talent et je te remercie aussi pour avoir accepté cette interview et j'ai passé un super moment avec toi. Ben moi aussi, c'était vraiment sympathique. J'espère que tes auditeurs ont apprécié aussi, parce que bon, voilà, ça fait toujours plaisir quand on peut faire découvrir des choses qui ne passent pas partout. Et comme ça permet aussi d'enrichir un petit peu son patrimoine culturel. On est bien d'accord. Eh bien, pour ma part, je vous retrouve demain sur les ondes de radio de WHM 52 à 20h en compagnie de Stéphane pour les 15 titres les plus appréciés, les plus votés par les auditeurs et auditrices de WHM 52. Ce sera donc à 20h et on vous donne rendez-vous, donc soyez bien à l'écoute. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à demain soir 20h, bien entendu. Tout de suite, générique de fin, restez bien sur radio WHM 52, vos programmes continuent après cette émission. À bientôt, bye bye, au revoir Franck. Au revoir Sébastien. Thank you.